Le 12 avril 1985, aux alentours de 15h30, sur l'aire de repos de la forêt d'Orléans, une femme fixe la porte des sanitaires pour hommes avec une anxiété grandissante. Cela fait maintenant 20 minutes que son mari y est entré. 20 minutes pendant lesquelles elle a vu au moins 8 personnes ressortir, mais jamais lui. Elle descend finalement de la voiture, traverse le parking sous un soleil pâle de printemps, pousse la porte métallique des toilettes et découvre un espace vide. Personne. Pas de bruit, pas de présence, juste l'écho de ses propres pas sur le carrelage humide. Jean-Marc Boileau, 42 ans, représentant commercial, père de 2 enfants, venait littéralement de disparaître dans les airs. Catherine Boileau refait 3 fois le tour de l'aire de repos. Interroge les rares automobilistes présents. Inspecte les zones boisées environnantes avec une panique croissante. Elle finit par appeler les gendarmes depuis une cabine téléphonique, la voix tremblante, incapable d'expliquer comment un homme peut s'évanouir en plein jour sur une aire d'autoroute fréquentée. Les premiers éléments de l'enquête sont déroutants. La voiture de Jean-Marc est toujours là, moteur éteint, portière déverrouillée. Son portefeuille repose sur le siège passager avec 320 francs en liquide. Ses clés pendent encore sur le contact. Tout indique une absence de quelques minutes, pas une fuite planifiée. Dans les heures qui suivent, une battue est organisée. Des chiens renifleurs parcourent la forêt adjacente, des plongeurs sondent l'étang voisin. Rien. Aucune trace de lutte, aucun indice de violence, aucun témoin fiable, malgré le passage régulier de véhicules. Jean-Marc Boileau semble avoir été aspiré par le néant. L'affaire sera classée 3 mois plus tard, faute d'éléments exploitables, rejoignant la longue liste des disparitions inexpliquées en France. Mais 39 ans après, un simple carton égaré dans les archives va tout changer. Jean-Marc Boileau n'était pas un homme à problème. Commercial pour une entreprise de fournitures industrielles basée à Tours, il effectuait régulièrement le trajet entre sa ville et Paris pour rendre visite à ses clients. Ce vendredi 12 avril 1985, il rentrait justement d'une tournée de 3 jours dans la capitale, impatient de retrouver ses 2 filles pour le week-end. Catherine, sa femme depuis 15 ans, l'accompagnait pour cette fois. Ils avaient prévu de profiter du retour pour discuter tranquillement, loin du téléphone et des obligations familiales. Le couple roulait sur la 10 depuis 1 heure quand Jean-Marc signala qu'il avait besoin de faire une pause rapide. L'aire de la forêt d'Orléans était une halte routière classique de l'époque. Quelques places de stationnement, un bloc sanitaire basique, des poubelles et une zone pique-nique sous les arbres. Rien de remarquable, rien d'inquiétant. Catherine se souvient avoir vu son mari sourire en descendant de la Renault 18 blanche, lui dire qu'il en avait pour 2 minutes. Il portait un pantalon beige, une chemise claire et une veste en cuir marron. Ses cheveux grisonnants étaient coiffés avec soin, comme toujours. Il marchait d'un pas normal, les mains dans les poches, sans montrer le moindre signe d'agitation ou de malaise. C'était un instant parfaitement banal, le genre de moment qu'on oublie immédiatement dans le cours ordinaire d'une vie. Sauf que ce moment-là allait devenir le dernier, où Catherine verrait son mari vivant. Les premières 24 heures d'enquête se concentrèrent sur les hypothèses classiques, fugue volontaire, suicide, enlèvement, accident. Mais chacune se heurtait à des incohérences majeures. Jean-Marc n'avait aucun motif apparent pour fuir. Sa situation professionnelle était stable, son couple semblait solide, ses finances équilibrées. Les recherches dans la forêt et l'étang voisin ne révélèrent aucun corps, aucun vêtement, aucun objet personnel. L'hypothèse d'un enlèvement paraissait absurde. Pourquoi cibler un commercial ordinaire sur une aire d'autoroute en plein après-midi, sans demande de rançon, sans témoin d'une quelconque altercation? Les gendarmes interrogèrent méthodiquement tous les usagers de l'aire ce jour-là, grâce aux tickets de péage et aux témoignages recueillis. Une dizaine de personnes se trouvaient sur place entre 15h15 et 15h45, l'intervalle critique. Certains se souvenaient vaguement d'un homme en veste marron, d'autres non. Personne n'avait entendu de cris, vu de véhicules suspects, remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. L'aire de repos, ce jour-là, n'était qu'un point de passage anonyme parmi tant d'autres sur une autoroute fréquentée. Mais quelque part, entre les toilettes et le parking, Jean-Marc Boileau avait cessé d'exister. Et pendant près de 40 ans, personne ne saurait pourquoi. Avant de poursuivre cette enquête et de découvrir ce qui s'est réellement passé ce jour-là sur l'A10, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un like si ce type d'affaires vous passionne.
N'hésitez pas à écrire en commentaire de quelle ville et à quelle heure vous nous regardez, cela nous aide énormément. Maintenant, revenons à cette affaire hors du commun et découvrons ensemble comment un document oublié a tout changé. En 2024, lors d'un banal déménagement de service entre deux bâtiments de la gendarmerie d'Orléans, un archiviste tombe sur un carton mal étiqueté coincé derrière une étagère métallique. À l'intérieur, des dossiers routiers datant des années 80, principalement des constats d'accidents mineurs et des rapports de signalisation. Parmi eux, une chemise cartonnée portant la mention A10, avril 1985, d'hiver. L'archiviste, par acquis de conscience, feuillette le contenu avant de tout numériser. C'est là qu'il découvre une fiche de contrôle routier qui n'aurait jamais dû se trouver dans ce carton. Une fiche datée du 12 avril 1985, remplie à 16h20 sur l'aire de la forêt d'Orléans, concernant un véhicule utilitaire Citroën C35 blanc. Le document est simple. Plaque d'immatriculation, nom du conducteur, motif du contrôle de routine, absence d'infraction constatée. Mais en bas de page, une annotation manuscrite attire l'attention de l'archiviste. Passager arrière nerveux, refuse de descendre, prétend dormir. Pas d'alcool détecté, laissez repartir. Cette mention, anodine en apparence, prend une toute autre dimension lorsque l'archiviste croise les dates et les lieux. Le contrôle a eu lieu exactement 45 minutes après la disparition de Jean-Marc Boileau, sur la même aire de repos, et le gendarme de l'époque avait noté un comportement inhabituel. Pourquoi cette fiche n'avait-elle jamais été versée au dossier de disparition? Erreur administrative, négligence ou simple malchance lors du classement? L'affaire est immédiatement transmise à la brigade criminelle d'Orléans, où le commandant Leclerc, spécialisé dans les cold cases, prend le relais. Il retrouve rapidement le dossier original de la disparition Boileau, resté scellé depuis 1988. En le comparant avec la fiche de contrôle, il constate qu'elle n'y figure effectivement pas. Le gendarme qui avait effectué ce contrôle en 1985 avait bien rédigé son rapport, mais celui-ci avait été classé par erreur dans la catégorie « contrôle de routine » au lieu d'être joint à l'enquête sur la disparition. Une simple confusion dans l'archivage, mais qui avait coûté près de 40 ans de vérité à la famille Boileau. Le commandant Leclerc note le nom du conducteur du Citroën, Bernard Malherbe, 48 ans à l'époque, domicilié à Châteauroux. Les premières recherches dans les bases de données révèlent que Bernard Malherbe est décédé en 2003 d'une cirrhose du foie. Impasse. Pas tout à fait. En creusant son passé, Leclerc découvre que Malherbe était un ancien employé d'une entreprise de déménagement qui avait fait faillite en 1989. Plus troublant encore, en 1987, il avait été interrogé dans le cadre d'une affaire de vol de marchandises sur autoroute, puis relâché faute de preuves. L'homme avait donc un lien avec le transport routier et une certaine habitude des aires de repos. Mais cela ne suffisait pas à expliquer pourquoi Jean-Marc Boileau avait disparu ce jour-là. Il fallait retrouver le passager arrière nerveux mentionné dans la fiche. Qui était cette personne? Pourquoi refusait-elle de descendre du véhicule? Et surtout, que transportait réellement ce Citroën C35 blanc? Leclerc décide de lancer un appel à témoins dans la presse locale, 40 ans après les faits. Contre toute attente, une femme de 75 ans, Monique Guérin, se manifeste. Elle se souvient parfaitement de cette journée, car elle avait croisé ce même Citroën blanc sur le parking de l'Air, juste avant l'arrivée des gendarmes. Ce qui l'avait marqué à l'époque, c'était le comportement du conducteur. Il avait ouvert précipitamment les portes arrière du fourgon, jeté quelque chose à l'intérieur, puis refermé brutalement avant de remonter au volant. Monique avait trouvé cela étrange, mais sur le moment, elle ne s'était pas attardée. Seulement quelques minutes plus tard, en repassant devant le véhicule pour rejoindre sa voiture, elle avait entendu un bruit sourd provenant de l'intérieur du fourgon, comme un coup contre la paroi métallique. Elle n'avait rien dit à l'époque, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un animal ou d'un chargement mal arrimé. Mais en lisant l'appel à témoins et en réalisant qu'un homme avait disparu ce jour-là sur cette même aire, tout s'était immédiatement reconnecté dans sa mémoire. Le commandant Leclerc prend sa déposition avec le plus grand sérieux. Si le témoignage de Monique est exact, cela signifie que Jean-Marc Boileau n'a pas disparu dans la nature. Il a été enlevé, enfermé dans ce fourgon et probablement transporté ailleurs. Mais pourquoi? Et par qui exactement?
Bernard Malherbe était-il seul ou travaillait-il avec des complices? Le passager arrière nerveux était-il Jean-Marc lui-même ou quelqu'un d'autre impliqué dans l'affaire? Leclerc cherche alors à reconstituer l'emploi du temps de Malherbe ce jour-là. Grâce aux archives fiscales et aux anciens registres de l'entreprise de déménagement, il découvre que Malherbe effectuait ce 12 avril 1985 un transport entre Orléans et Châteauroux pour le compte d'un particulier. Le bon de commande, miraculeusement conservé dans les archives départementales, mentionne un chargement de meubles et effets personnels pour un certain Antoine Ferrand, résidant à Châteauroux. Nouveau nom, nouvelle piste. Antoine Ferrand, 62 ans à l'époque, était un antiquaire semi-retraité, connu dans la région pour ses achats discrets d'objets anciens. Rien d'illégal en apparence, mais Leclerc commence à sentir qu'il y a quelque chose de plus profond derrière cette façade respectable. En consultant les archives judiciaires, il découvre qu'Antoine Ferrand avait été suspecté en 1979 de recel d'objets volés, mais l'affaire avait été classée sans suite. L'antiquaire avait de solides relations, un avocat efficace et surtout une capacité remarquable à faire disparaître les traces compromettantes. Leclerc décide de creuser davantage et retrouve un ancien employé de Ferrand, Michel Arnoux, aujourd'hui âgé de 82 ans, et retiré dans un village de Dordogne. Lorsque Leclerc le contacte par téléphone, la voix de Michel tremble légèrement. « Je me demandais quand quelqu'un finirait par m'appeler pour cette histoire. » Il accepte de rencontrer le commandant à condition que cela reste confidentiel. 3 jours plus tard, Leclerc roule vers la Dordogne, persuadé qu'il est sur le point de résoudre l'une des plus étranges disparitions de l'histoire criminelle française. Michel Arnoux reçoit Leclerc dans son salon aux volets à demi fermés, les mains tremblantes autour d'une tasse de café. Il commence par poser une seule question. Est-ce que Catherine Boileau est toujours en vie? Leclerc confirme. Michel hoche la tête lentement comme s'il cherchait à rassembler son courage. Puis il commence à raconter. En avril 1985, il travaillait encore occasionnellement pour Antoine Ferrand, qui lui confiait des missions discrètes de transport et de manutention. Ce 12 avril, Ferrand l'avait appelé en urgence pour lui dire qu'une livraison imprévue devait être récupérée sur l'aire de la forêt d'Orléans dans l'après-midi. Michel devait rejoindre Bernard Malherbe sur place et l'aider à charger quelque chose dans le fourgon. Quelque chose que Ferrand qualifiait de délicat et urgent. Michel se souvient d'être arrivé sur l'aire vers 15h30, juste au moment où Malherbe sortait des toilettes, entraînant un homme inconscient par les bras. L'homme portait une veste en cuir marron et un pantalon beige. Michel reconnaît immédiatement, dans la description que Leclerc lui montre, Jean-Marc Boileau. À l'époque, Michel n'avait posé aucune question. Ferrand payait bien et exigeait une loyauté absolue. Malherbe avait expliqué rapidement que le type s'était évanoui dans les toilettes, probablement un malaise cardiaque, et qu'il fallait l'emmener discrètement à l'hôpital sans alerter les secours pour éviter une enquête inutile. Michel, naïf ou simplement trop effrayé pour contester, avait aidé à hisser Jean-Marc à l'arrière du fourgon. Puis Malherbe avait refermé les portes et ordonné à Michel de monter à l'arrière avec lui pour surveiller son état. Le fourgon avait ensuite redémarré. Quelques minutes plus tard, les gendarmes les avaient contrôlés. Michel était resté assis à l'arrière, terrorisé, feignant de dormir pour ne pas avoir à répondre aux questions. Malherbe avait géré la situation avec un calme déconcertant, montrant ses papiers, expliquant qu'il transportait des meubles, rien de plus. Les gendarmes n'avaient pas insisté, probablement pressés de terminer leur contrôle de routine. Le fourgon était reparti en direction de Châteauroux. Pendant le trajet, Michel avait réalisé que Jean-Marc Boileau n'était pas simplement évanoui. Il était ligoté, un chiffon enfoncé dans la bouche, les yeux fermés. Malherbe lui avait alors dit froidement « Tu fermes ta gueule et tu oublies tout ça, sinon c'est toi qui finiras au fond d'un étang. » Michel n'avait plus jamais posé de questions. Arrivés à Châteauroux, ils avaient livré Jean-Marc directement dans l'arrière-boutique de l'atelier d'Antoine Ferrand, situé dans une zone industrielle peu fréquentée. Ferrand les attendait, nerveux mais déterminé. Michel se souvient qu'il portait des gants en cuir, comme s'il s'apprêtait à manipuler quelque chose de précieux. Malherbe et Michel avaient déposé Jean-Marc sur une bâche plastique étalée au sol, puis Ferrand les avait payés en liquide et leur avait ordonné de partir immédiatement. Michel n'avait jamais revu Jean-Marc Boileau. Il n'avait jamais su ce qui lui était arrivé ensuite. Pendant 39 ans,
Il avait vécu avec ce secret, rongé par la culpabilité, mais trop terrorisé pour parler. Aujourd'hui, il dit à Leclerc qu'il veut seulement que la vérité éclate, même si cela doit le conduire en prison. Le commandant Leclerc enregistre chaque mot de la confession de Michel Arnoux. Mais une question brûle encore. Pourquoi? Pourquoi Antoine Ferrand aurait-il fait enlever un commercial ordinaire sur une aire d'autoroute? Michel n'a pas la réponse complète, mais il se souvient d'un détail troublant. Quelques semaines avant la disparition, Ferrand avait reçu la visite d'un homme élégant, la quarantaine, qui cherchait désespérément à récupérer un objet que Ferrand aurait acheté lors d'une vente aux enchères. Un objet que Ferrand refusait de revendre. Michel ne savait pas de quoi il s'agissait exactement, mais il avait entendu des éclats de voix, des menaces voilées, puis l'homme était parti en claquant la porte. Quelques jours plus tard, Ferrand avait reçu un appel anonyme. Michel n'avait entendu qu'un côté de la conversation, mais Ferrand semblait paniqué. Il avait raccroché en murmurant « Ils savent où je suis ». Et maintenant, Leclerc commence à comprendre que Jean-Marc Boileau n'était peut-être qu'un pion dans une affaire bien plus sombre. Le commandant Leclerc retourne à Orléans avec la déposition de Michel Arnoux et entame immédiatement des recherches approfondies sur Antoine Ferrand. L'antiquaire est décédé en 1998 d'une crise cardiaque, mais son atelier a été racheté par un neveu qui l'a transformé en dépôt de matériaux. Leclerc obtient l'autorisation de fouiller les lieux, espérant trouver des indices matériels ou des documents d'époque. Sur place, il ne reste presque rien de l'ancienne activité de Ferrand. Les murs ont été repeints, le sol refait, les étagères remplacées. Mais dans une arrière-salle condamnée, sous une couche de gravats et de planches pourries, les enquêteurs découvrent une armoire métallique rouillée, verrouillée par un cadenas défoncé par le temps. À l'intérieur, des chemises cartonnées contenant des factures, des bons de commande et surtout un registre manuscrit tenu par Ferrand lui-même. Le registre couvre la période 1980-1987 et liste des centaines de transactions, certaines légales, d'autres clairement suspectes. Parmi elles, une entrée datée du 15 mars 1985 attire l'attention de Leclerc. Acquisition-vente Drouot, lot 47, icône russe, 17e, prix anormalement bas, provenance douteuse. Puis, une semaine plus tard, visite client non identifié, très insistant, propose rachat X3, valeur estimée. Refusé. Et enfin, le 10 avril 1985, 2 jours avant la disparition de Jean-Marc, appel anonyme, menace directe sinon restitution, contactez Malherbe pour solution urgente. La pièce du puzzle commence à se mettre en place. Ferrand avait acheté une icône volée, probablement sans le savoir au départ, et quelqu'un voulait la récupérer à tout prix. Leclerc effectue des recherches dans les archives de l'hôtel Drouot à Paris et retrouve la trace de la vente aux enchères de mars 1985. Le lot 47 était effectivement une icône orthodoxe russe du XVIIe siècle, estimée entre 15 000 et 20 000 francs, vendue finalement pour 8 000 francs à un acheteur anonyme. Le commissaire priseur de l'époque, aujourd'hui retraité, se souvient vaguement de cette vente. C'était une période où beaucoup d'objets russes circulaient en France, souvent issus de collections privées démantelées après la guerre. On ne posait pas trop de questions sur la provenance tant que les papiers semblaient en ordre. Mais dans ce cas précis, les papiers de provenance étaient incomplets, ce qui explique le prix anormalement bas. Ferrand, fin connaisseur, avait flairé la bonne affaire. Mais il ignorait que cette icône était au centre d'un conflit bien plus ancien. Leclerc découvre qu'en 1982, la famille Rostov, émigré russe blanc installé en région parisienne depuis les années 20, avait signalé le vol de plusieurs objets de valeur lors d'un cambriolage à leur domicile. Parmi eux, une icône orthodoxe ayant appartenu à leurs ancêtres, pièce d'une valeur sentimentale inestimable pour la famille. L'enquête de l'époque n'avait jamais abouti. Les objets n'avaient jamais été retrouvés. Jusqu'à ce que l'un des descendants Rostov, Alexandre, repère par hasard cette même icône dans le catalogue d'une vente Drouot en 1985. Trop tard pour empêcher la vente, Alexandre avait tenté de racheter l'objet directement à l'acquéreur. Mais Ferrand avait refusé, sentant qu'il tenait là quelque chose de vraiment précieux. Alexandre Rostov, aujourd'hui âgé de 87 ans et résidant dans une maison de retraite près de Versailles, accepte de recevoir le commandant Leclerc.
Dès les premières minutes de l'entretien, le vieil homme confirme avoir cherché désespérément à récupérer l'icône en 1985. Il se souvient avoir contacté Ferrand à plusieurs reprises, lui avoir proposé des sommes importantes, mais l'antiquaire restait inflexible. Puis un jour, Alexandre avait perdu patience. Il avait confié l'affaire à un intermédiaire, un homme qu'il décrit comme efficace mais peu recommandable, quelqu'un capable de convaincre Ferrand par des moyens plus persuasifs. Leclerc demande le nom de cet intermédiaire. Alexandre hésite, puis finit par lâcher Valentin Krasny, un ancien du milieu russe parisien, spécialisé dans la récupération d'objets volés. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le nom de Valentin Krasny ne dit rien à Leclerc, mais une recherche dans les fichiers de la police criminelle révèle un profil inquiétant. Né en 1943 à Paris de parents émigrés russes, Krasny avait été impliqué dans plusieurs affaires de racket, d'intimidation et de trafic d'objets d'art dans les années 70 et 80. Il n'avait jamais été condamné lourdement, mais son nom revenait régulièrement dans les marges des enquêtes. En 1985, il opérait principalement dans la région parisienne, mais ses activités s'étendaient parfois jusqu'en province lorsque des objets de valeur étaient en jeu. Leclerc comprend alors que Ferrand, sentant la pression monter, avait probablement paniqué et fait appel à Malherbe pour trouver une solution radicale. Mais où Jean-Marc Boileau entre-t-il dans cette histoire? La réponse se trouve dans un autre document retrouvé dans l'armoire de Ferrand. Une fiche manuscrite, griffonnée à la hâte, portant le nom J.M. Boileau, suivi de l'inscription « Représentant fournitures industrielles, Tours, contact régulier ». Leclerc relit plusieurs fois cette fiche avant de comprendre. Jean-Marc Boileau était client de l'entreprise de déménagement de Malherbe depuis plusieurs années pour des livraisons professionnelles ponctuelles. Malherbe connaissait donc Jean-Marc, au moins de vue. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi il avait été enlevé ce jour-là. Leclerc décide de recontacter Michel Arnoux pour lui poser cette question précise. Michel réfléchit longuement au téléphone, puis se souvient d'un détail qu'il avait oublié de mentionner lors de leur première rencontre. Le jour de l'enlèvement, avant d'arriver sur l'aire de repos, Malherbe avait reçu un appel téléphonique dans le fourgon, grâce à un des premiers téléphones de voiture de l'époque. Michel n'avait entendu qu'une partie de la conversation, mais Malherbe avait dit quelque chose comme « Oui, je le connais, il passe souvent par là 10 le vendredi. Je peux m'en occuper. » Puis il avait raccroché et expliqué à Michel qu'il devait récupérer quelqu'un sur l'aire de la forêt d'Orléans dans l'après-midi. Michel n'avait pas compris sur le moment que « récupérer » signifiait « enlever ». Malherbe avait simplement garé le fourgon sur l'aire, attendu patiemment, puis était entré dans les toilettes quelques minutes après avoir vu Jean-Marc y pénétrer. Il en était ressorti en le traînant, inconscient, probablement assommé ou drogué. Leclerc reconstitue alors le scénario probable. Valentin Krasny, mandaté par Alexandre Rostov pour récupérer l'icône, avait fait pression sur Antoine Ferrand. Ferrand, terrorisé, avait cherché un moyen de se protéger en créant un levier de négociation. Il avait demandé à Malherbe d'enlever quelqu'un qui pourrait servir d'otage ou de monnaie d'échange. Jean-Marc Boileau, simple commercial sans lien avec l'affaire, avait été choisi précisément parce qu'il était une cible facile. Malherbe le connaissait, savait qu'il empruntait régulièrement l'A10 le vendredi et pouvait donc l'intercepter sans éveiller de soupçons. Un enlèvement opportuniste, froid, calculé, Jean-Marc n'était qu'un pion sacrifié dans une guerre souterraine pour une icône volée. Mais cela soulève une question terrible. Qu'est-il advenu de Jean-Marc après son transfert à Châteauroux? Leclerc sait qu'il doit retrouver Valentin Krasny ou au moins découvrir ce qui s'est passé dans les jours suivant l'enlèvement. Les archives de la police indiquent que Krasny a été arrêté en 1991 pour une affaire de recel, condamné à 3 ans de prison, puis libéré en 1993. Depuis, plus aucune trace officielle. Leclerc lance un avis de recherche discret dans les fichiers nationaux et obtient une réponse inattendue. Valentin Krasny est toujours en vie, âgé de 81 ans, résidant dans un quartier résidentiel de Meudon. Leclerc prend immédiatement la route pour l'Île-de-France, sachant qu'il est sur le point de confronter l'un des derniers acteurs vivants de cette tragédie. Krasny le reçoit dans un appartement impeccablement rangé, vêtu d'un costume 3 pièces malgré son âge avancé. Il écoute Leclerc exposer les faits sans broncher, puis sourit légèrement. « Vous êtes venu pour l'icône ou pour le commercial ?» Leclerc répond qu'il est venu pour Jean-Marc Boileau.
Krasny hoche la tête, allume une cigarette et commence à raconter. En avril 1985, il avait effectivement été mandaté par Alexandre Rostov pour récupérer l'icône. Il s'était rendu chez Ferrand, avait exercé une pression psychologique, mais l'antiquaire s'était montré plus coriace que prévu. Puis, quelques jours plus tard, Ferrand avait rappelé Krasny pour lui proposer un marché. « Je te rends l'icône si tu garantis que personne ne me touchera après. » Krasny avait accepté, pensant que l'affaire allait se régler simplement. Mais lorsqu'il s'était rendu à Châteauroux le 13 avril pour récupérer l'icône, Ferrand lui avait montré quelque chose d'inattendu. Un homme ligoté dans l'arrière-boutique, inconscient mais vivant. Ferrand avait expliqué qu'il s'agissait d'une assurance supplémentaire pour garantir qu'aucune représaille ne serait exercée contre lui. Krasny avait été choqué. Il n'avait jamais demandé cela, n'avait jamais voulu d'otage. Mais Ferrand était devenu paranoïaque, convaincu que Krasny allait le tuer dès qu'il aurait récupéré l'icône. Krasny avait alors pris l'icône et ordonné à Ferrand de relâcher immédiatement Jean-Marc Boileau. Ferrand avait promis de le faire, mais Krasny savait au fond de lui que l'antiquaire mentait. Il avait quitté Châteauroux avec l'icône, l'avait rendue à Alexandre Rostov et n'avait plus jamais entendu parler de Ferrand ou de Jean-Marc. Leclerc demande alors la question fatale. « Pensez-vous que Ferrand a tué Jean-Marc Boileau ?» Krasny écrase sa cigarette lentement, réfléchit, puis répond « Je pense que Ferrand était un lâche. Trop lâche pour tuer quelqu'un de ses propres mains, mais assez lâche pour laisser quelqu'un d'autre le faire à sa place. Si Boileau est mort, c'est probablement Malherbe qui s'en est chargé, sur ordre de Ferrand, ou par initiative personnelle pour éliminer un témoin gênant. Leclerc sait que Malherbe est mort depuis 20 ans, tout comme Ferrand. Mais il reste une dernière piste à explorer, le lieu exact où Jean-Marc aurait pu être retenu, puis éliminé. Michel Arnoux avait mentionné une arrière-boutique dans la zone industrielle de Châteauroux, mais l'endroit a probablement changé depuis. Leclerc doit retourner sur place et fouiller méthodiquement. De retour à Châteauroux, Leclerc localise l'ancien atelier d'Antoine Ferrand grâce aux archives cadastrales. Le bâtiment existe toujours, transformé en entrepôt de pièces automobiles. Le propriétaire actuel, un homme d'une 50aine d'années qui a racheté les lieux en 2005, autorise les fouilles sans hésiter. L'équipe technique de la gendarmerie investit les locaux avec des chiens formés à la détection de restes humains et des sondes thermiques pour détecter d'éventuelles cavités ou fosses dissimulées sous le béton. Pendant 3 jours, ils inspectent chaque centimètre carré de l'entrepôt, sondent les murs, percent le sol à plusieurs endroits. Rien. Aucune trace de corps, aucun indice matériel lié à Jean-Marc Boileau. Leclerc commence à craindre que le corps ait été transporté ailleurs, peut-être dans une forêt, un étang, ou même dissous. Mais au 3e jour, un des techniciens remarque une anomalie dans l'angle sud-ouest du bâtiment. Une section du sol en béton présente une densité légèrement différente des autres zones, comme si elle avait été coulée à une période différente. Les analyses au radar de sol confirment qu'il y a effectivement une cavité sous cette section, probablement une ancienne fosse septique ou un réservoir oublié. L'équipe décide de percer. À 1 mètre de profondeur, la foreuse heurte quelque chose de solide. Leclerc ordonne de creuser manuellement pour préserver d'éventuelles preuves. Les techniciens dégagent progressivement une dalle de béton épaisse, visiblement coulée dans les années 80. Dessous, une cavité d'environ 2 mètres de profondeur, obscure et humide. Et au fond, enveloppée dans une bâche plastique noircie par le temps, des restes humains. L'expertise médico-légale est lancée immédiatement. Les ossements, bien que partiellement dégradés par l'humidité et le temps, sont suffisamment préservés pour permettre une analyse. Le squelette est celui d'un homme adulte, mesurant environ 1,75 m, âgé de 40 à 50 ans au moment du décès. Les vêtements retrouvés dans la bâche correspondent exactement à la description donnée par Catherine Boileau en 1985. Pantalon beige, chemise claire, veste en cuir marron. Un portefeuille en cuir, miraculeusement intact grâce à la bâche hermétique, contient une carte d'identité au nom de Jean-Marc Boileau. Il n'y a plus aucun doute. Après 39 ans, le corps du commercial disparu vient d'être retrouvé dans une fosse clandestine à Châteauroux. L'analyse des ossements révèle la cause probable de la mort. Fracture du crâne compatible avec un coup violent porté à l'arrière de la tête, probablement avec un objet contondant. Aucune trace de ligature ou de blessure défensive, ce qui suggère que Jean-Marc a été frappé par surprise
peut-être alors qu'il était encore inconscient ou ligoté. Le médecin légiste estime que le décès est survenu entre 24 et 48 heures après l'enlèvement, soit entre le 13 et le 14 avril 1985. Jean-Marc n'a donc pas été tué immédiatement. Il a probablement été retenu vivant pendant au moins une journée, le temps pour Ferrand et Malherbe de décider de son sort. Cette découverte brise définitivement le cœur de Catherine Boileau, désormais âgée de 82 ans, qui apprend enfin la vérité après presque 4 décennies d'incertitude. Leclerc organise une reconstitution complète des événements à partir des témoignages et des preuves matérielles. Le 12 avril 1985, Jean-Marc Boileau s'arrête sur l'aire de la forêt d'Orléans pour une pause rapide. Bernard Malherbe, qui attend déjà sur place suite à un appel de Ferrand, le repère et le suit discrètement dans les toilettes. Il l'assomme probablement avec un objet contondant, peut-être une matraque ou un manche d'outils, puis le traîne jusqu'au fourgon avec l'aide de Michel Arnoux. Jean-Marc est ligoté et enfermé à l'arrière du véhicule. Malgré le contrôle des gendarmes quelques minutes plus tard, le fourgon repart en direction de Châteauroux. Jean-Marc est livré à Ferrand, qui le retient dans son arrière-boutique comme garantie contre d'éventuelles représailles de Krasny. Le 13 avril, Krasny récupère l'icône et part, laissant Jean-Marc entre les mains de Ferrand. L'antiquaire, paniqué et probablement conscient que garder un otage vivant est bien trop risqué, ordonne à Malherbe de s'en débarrasser. Malherbe, habitué aux tâches sombres et sans scrupules, frappe Jean-Marc à l'arrière du crâne, probablement dans l'arrière-boutique même. Le corps est ensuite enveloppé dans une bâche plastique, déposé dans une fosse creusée à la hâte sous le sol en béton, puis recouvert d'une dalle de ciment frais. Ferrand et Malherbe pensent avoir effacé toutes les traces, et pendant près de 40 ans, ils ont effectivement réussi. Mais une simple erreur d'archivage, un carton mal classé, a suffi à faire ressurgir la vérité. Catherine Boileau est informée personnellement par Leclerc. Elle écoute le récit complet sans un mot, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé froid. Lorsque Leclerc termine, elle demande simplement « Pourquoi lui? Pourquoi Jean-Marc ?» Leclerc répond avec toute l'honnêteté dont il est capable, parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment, parce qu'il était une cible facile, parce que des hommes sans conscience ont décidé que sa vie valait moins qu'une icône volée. Catherine fond en larmes, non pas de rage, mais de soulagement mêlé de chagrin. Elle sait enfin, après 39 ans d'attente, de doute, de cauchemar, où elle imaginait Jean-Marc encore vivant quelque part, prisonnier, oublié, elle sait enfin qu'il est mort, que son calvaire est terminé. Les 2 filles de Jean-Marc, aujourd'hui dans la cinquantaine, sont également informées. Elles se souviennent à peine de leur père, ayant été trop jeunes en 1985 pour en garder des souvenirs précis. Mais elles ont grandi avec l'absence, avec les questions sans réponse, avec l'image d'un père disparu dans le mystère. Aujourd'hui, elles peuvent enfin faire leur deuil, organiser des funérailles dignes, déposer des fleurs sur une tombe réelle. Leclerc organise une cérémonie discrète à laquelle assistent Catherine, ses filles, quelques amis proches de Jean-Marc encore en vie et les gendarmes ayant travaillé sur l'affaire. L'icône, symbole maudit de toute cette tragédie, est toujours en possession de la famille Rostov. Alexandre Rostov, informé du dénouement, exprime ses profonds regrets et propose de financer les funérailles de Jean-Marc, mais Catherine refuse poliment. Elle ne veut rien de cet homme. Leclerc publie un rapport complet sur l'affaire, qui fait rapidement le tour des médias français. L'histoire d'un homme ordinaire, enlevé sur une aire d'autoroute pour servir de monnaie d'échange dans un trafic d'objets volés, puis assassiné et enterré dans une fosse clandestine, choque profondément l'opinion publique. Des journalistes retrouvent Michel Arnoux, qui accepte de témoigner publiquement, exprimant sa culpabilité et son soulagement d'avoir enfin parlé. Valentin Krasny, quant à lui, refuse toute interview, se contentant de déclarer par l'intermédiaire de son avocat qu'il regrette de ne pas avoir insisté davantage pour que Ferrand libère Jean-Marc en 1985. Mais les regrets ne ramènent pas les morts. Jean-Marc Boileau est enterré au cimetière de Tours, près de la maison où il a vécu ces dernières années. L'affaire soulève également des questions juridiques complexes. Tous les responsables directs sont morts. Ferrand en 1998, Malherbe en 2003. Michel Arnoux, complice indirect, pourrait théoriquement être poursuivi, mais son âge avancé, sa coopération totale et le fait qu'il n'ait pas porté de coup direct
conduisent le procureur à classer l'affaire sans poursuite à son encontre. Valentin Krasny, bien qu'impliqué dans le contexte de l'enlèvement, n'a jamais ordonné ni participé directement à la séquestration ou au meurtre de Jean-Marc. Il ne sera pas poursuivi non plus. Juridiquement, l'affaire est donc close, sans condamnation, ce qui frustre certains membres de la famille. Mais pour Catherine, l'essentiel est ailleurs. Elle sait enfin ce qui est arrivé à son mari. Elle peut enfin tourner la page. Pourtant, une question la hante encore. Pourquoi les gendarmes n'avaient-ils pas fouillé plus sérieusement le fourgon lors du contrôle en 1985 ? Leclerc retrouve le gendarme qui avait effectué ce contrôle, aujourd'hui retraité et vivant en Bretagne. L'homme, Jean Moreau, accepte de témoigner. Il se souvient parfaitement de ce jour. Un contrôle de routine, rien d'inhabituel, juste un fourgon de déménagement avec 2 hommes à bord. Il avait bien remarqué que le passager arrière semblait nerveux, refusait de descendre, prétextant qu'il dormait. Mais à l'époque, cela ne lui avait pas paru suffisamment suspect pour justifier une fouille complète. Les moyens étaient limités, les contrôles nombreux, et rien n'indiquait qu'un crime venait d'être commis. Moreau vit depuis avec le regret de ne pas avoir insisté, de ne pas avoir ouvert les portes arrière du fourgon, de ne pas avoir découvert Jean-Marc ligoté à quelques mètres de lui. Il s'excuse publiquement auprès de la famille Boileau, même si personne ne lui en veut directement. Cette affaire illustre cruellement les limites du travail policier face à des criminels opportunistes et organisés. Jean-Marc Boileau aurait pu être sauvé à plusieurs reprises si les gendarmes avaient fouillé le fourgon, si Krasny avait insisté pour vérifier que Ferrand libérait bien l'otage, si Michel Arnoux avait trouvé le courage de parler en 1985. Mais chacune de ces occasions a été manquée, et Jean-Marc a payé de sa vie l'aveuglement collectif. Leclerc conclut son rapport en soulignant l'importance cruciale de l'archivage rigoureux des documents policiers. Sans cette fiche de contrôle égarée, puis retrouvée par hasard, l'affaire Boileau serait restée à jamais un mystère. C'est une leçon que les gendarmes et policiers français ne sont pas prêts d'oublier. Quelques semaines après l'enterrement de Jean-Marc Boileau, Catherine reçoit une lettre inattendue. L'enveloppe porte le cachet de la poste de Meudon. À l'intérieur, une courte lettre manuscrite signée de Valentin Krasny. Il y écrit simplement « Madame, je sais que mes excuses ne changeront rien, mais je tenais à vous dire que je regrette sincèrement de ne pas avoir fait davantage pour sauver votre mari en 1985. J'aurais dû insister, vérifier, m'assurer qu'il était libéré. Je ne l'ai pas fait, et cela me poursuit depuis. Si cela peut vous apporter un peu de paix, sachez que l'icône pour laquelle votre mari est mort a été restituée à ses propriétaires légitimes. Elle se trouve aujourd'hui dans une chapelle orthodoxe à Paris, où elle est vénérée chaque dimanche. Votre mari n'est pas mort pour rien, même si c'est une bien maigre consolation. Respectueusement, VK. Catherine lit la lettre plusieurs fois, les larmes coulant sur ses joues. Elle ne répond pas, mais elle conserve précieusement cette lettre dans une boîte où elle range tous les souvenirs de Jean-Marc. Quelques mois plus tard, elle se rend discrètement à Paris, accompagnée de ses filles, pour visiter la chapelle orthodoxe mentionnée par Krasny. L'icône est effectivement là, accrochée dans un écrin doré derrière l'autel, représentant la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus. Catherine la regarde longuement, en silence. Elle pense à Jean-Marc, à sa vie ordinaire, à son sourire, à ses projets. Elle pense à l'absurdité de sa mort, sacrifiée pour un morceau de bois peint vieux de plusieurs siècles. Elle allume un cierge, fait une courte prière, puis quitte la chapelle sans un mot. Elle ne reviendra jamais. L'affaire Boileau devient rapidement un sujet d'étude dans les académies de police et de gendarmerie en France. Elle est utilisée comme cas d'école pour illustrer l'importance de la coordination entre services, de l'archivage rigoureux des documents et de la nécessité de prendre au sérieux même les détails apparemment anodins lors des enquêtes. Le commandant Leclerc est invité à donner plusieurs conférences sur le sujet, où il insiste sur un point clé. Un simple contrôle routier, une fiche mal classée, un témoin qui ne se manifeste pas, chaque petit élément compte. On ne peut jamais savoir à l'avance ce qui va résoudre une affaire, parfois 40 ans plus tard. Ces conférences sont suivies avec attention par des centaines de jeunes gendarmes qui voient désormais chaque contrôle, chaque rapport, chaque détail comme potentiellement crucial. Michel Arnoux, malgré son immunité judiciaire, choisit de vivre ses dernières années dans une semi-réclusion. Il donne une longue interview à un journaliste spécialisé dans les faits divers historiques
où il raconte en détail son parcours, sa rencontre avec Ferrand, sa participation involontaire à l'enlèvement, et surtout le poids du secret qu'il a porté pendant près de 40 ans. Il déclare « Je ne cherche pas à me justifier. J'aurais dû parler en 1985, même si cela m'avait coûté ma vie. J'étais un lâche, je le suis peut-être encore. Mais au moins aujourd'hui, la vérité est connue, c'est tout ce qui compte. » L'interview est publiée dans un magazine national et suscite des réactions mitigées. Certains lecteurs compatissent avec Michel, d'autres le condamnent pour sa complicité. Mais la plupart retiennent surtout la tragédie de Jean-Marc, victime innocente d'un engrenage criminel. Alexandre Rostov, quant à lui, vit difficilement avec le poids de sa responsabilité indirecte. Il avait simplement voulu récupérer une icône volée, un objet de famille, sans imaginer qu'un homme innocent serait enlevé et tué dans le processus. Il rédige une lettre publique adressée à Catherine Boileau, publiée dans le même magazine que l'interview de Michel Arnoux. Dans cette lettre, il exprime ses regrets les plus profonds, reconnaît qu'il aurait dû laisser tomber l'icône plutôt que de faire appel à quelqu'un comme Krasny et propose de créer une fondation au nom de Jean-Marc Boileau pour aider les familles de disparus à financer des enquêtes privées. Catherine accepte finalement cette proposition et la fondation Jean-Marc Boileau voit le jour en 2025, financée intégralement par les descendants de la famille Rostov. La fondation devient rapidement une ressource précieuse pour des dizaines de familles françaises dont un proche a disparu sans explication. Elle finance des enquêtes privées, des analyses ADN, des recherches dans les archives et surtout, elle offre un soutien psychologique aux proches de disparus. Catherine, malgré son âge avancé, accepte de devenir la présidente honoraire de la fondation. Elle donne plusieurs conférences où elle raconte son histoire, insiste sur l'importance de ne jamais abandonner, de continuer à chercher la vérité même après des décennies. Son témoignage touche profondément les autres familles, qui voient en elle un symbole de résilience et de détermination. La Fondation reçoit des milliers de messages de soutien et devient un modèle pour d'autres pays européens confrontés à des disparitions non résolues. L'icône orthodoxe, quant à elle, reste exposée dans la chapelle de Paris. Un petit carton explicatif est ajouté sous le cadre, racontant brièvement son histoire. Volé en 1982, vendu illégalement en 1985, récupéré la même année, mais au prix de la vie d'un homme innocent. Les visiteurs de la chapelle s'arrêtent souvent devant l'icône, lisent le carton et méditent sur l'absurdité de la violence humaine. Certains allument des cierges à la mémoire de Jean-Marc Boileau, même s'ils ne l'ont jamais connu. L'icône devient ainsi un lieu de mémoire inattendu, un rappel silencieux que derrière chaque objet d'art, chaque transaction, chaque conflit, il y a des vies humaines fragiles qui peuvent être brisées en un instant. C'est une leçon que peu de visiteurs oublient. Leclerc, pour sa part, prend sa retraite quelques mois après avoir bouclé l'affaire Boileau. Il est décoré de la médaille d'honneur de la gendarmerie pour sa ténacité et son professionnalisme. Lors de la cérémonie, il déclare « Je n'ai fait que mon travail ». Le vrai héros de cette histoire, c'est Jean-Marc Boileau, qui mérite qu'on se souvienne de lui non pas comme une victime, mais comme un homme, un père, un mari aimant. Et c'est aussi Catherine, qui a attendu la vérité pendant 39 ans sans jamais perdre espoir. Mon rôle était simplement de reconnecter les points, de suivre les indices là où ils menaient. La justice, même tardive, vaut toujours la peine d'être poursuivie. Ces mots résonnent profondément dans l'assistance, composée de gendarmes, de magistrats et de journalistes. L'affaire Boileau devient un symbole de cette justice tardive mais obstinée. Dans les mois qui suivent, plusieurs autres affaires classées sont rouvertes en France, inspirées par la résolution de l'affaire Boileau. Des familles de disparus reprennent espoir, persuadées qu'un détail oublié, une archive mal classée, un témoin qui n'a jamais parlé, pourrait encore faire ressurgir la vérité. Les gendarmeries régionales reçoivent des centaines de demandes de réexamen de dossiers anciens. Certaines aboutissent, d'autres non, mais l'effet d'entraînement est indéniable. L'histoire de Jean-Marc Boileau rappelle à tous que le temps ne fait pas disparaître les crimes. Il les met simplement en sommeil. Et parfois, il suffit d'un hasard, d'une erreur d'archivage corrigée pour que la vérité explose au grand jour. C'est une leçon que la justice française ne devrait jamais oublier. Catherine Boileau vit aujourd'hui entourée de ses filles et de ses petits-enfants. Elle a retrouvé une certaine paix intérieure, même si la douleur de la perte ne disparaîtra jamais complètement.
Chaque année, le 12 avril, elle se rend sur la tombe de Jean-Marc pour déposer des fleurs et passer quelques heures en silence. Ses filles l'accompagnent parfois, mais souvent elle préfère y aller seule, pour parler à Jean-Marc, lui raconter sa vie, lui dire qu'elle ne l'a jamais oublié, qu'elle ne l'oubliera jamais. Et dans ces moments-là, elle se souvient du sourire de Jean-Marc, de sa voix, de ses rires, de tout ce qu'il était avant ce terrible jour d'avril 1985. Elle se souvient d'un homme ordinaire, victime d'une violence extraordinaire, mais dont la mémoire continue de vivre grâce à ceux qui l'ont aimé. En 2025, 40 ans jour pour jour après la disparition de Jean-Marc Boileau, une cérémonie commémorative est organisée sur l'aire de repos de la forêt d'Orléans, désormais rebaptisée aire Jean-Marc Boileau par décision préfectorale. Une plaque de bronze est inaugurée portant l'inscription « En mémoire de Jean-Marc Boileau, disparu ici le 12 avril 1985, victime innocente d'un crime absurde. Que son histoire nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de la justice. » Catherine, âgée de 82 ans, dévoile la plaque sous les applaudissements d'une centaine de personnes présentes. Familles, amis, gendarmes, journalistes et simples citoyens touchés par l'histoire. La cérémonie est sobre mais émouvante, ponctuée de prises de parole et de dépôts de fleurs. Un moment de silence est observé à 15h30, l'heure exacte à laquelle Jean-Marc est entré dans les toilettes, pour ne plus jamais en ressortir. Après la cérémonie, Catherine accorde une dernière interview à un journaliste de la télévision nationale. Elle parle avec calme et dignité, évoque les années d'attente, les doutes, les cauchemars, mais aussi le soulagement d'avoir enfin obtenu des réponses. Elle insiste sur un point. « Je ne veux pas que Jean-Marc soit réduit à sa mort. Il était un homme bon, un père aimant, un mari attentionné. Il aimait son travail, ses filles, les balades en forêt le dimanche. Il méritait de vieillir, de voir ses petits-enfants grandir. Il méritait une vie normale. C'est cela que je veux que les gens retiennent. Pas la tragédie de sa mort, mais la beauté de sa vie. » Ces mots touchent des millions de téléspectateurs et l'histoire de Jean-Marc Boileau devient un symbole national de la nécessité de se souvenir des victimes au-delà de leur statut de victime. L'icône orthodoxe, objet maudit de toute cette affaire, continue d'attirer des visiteurs curieux dans la chapelle parisienne. Certains viennent par dévotion religieuse, d'autres par simple curiosité historique. Mais tous repartent avec la même impression, que la beauté d'un objet d'art ne justifie jamais la violence exercée pour le posséder. La famille Rostov, consciente du poids symbolique de l'icône, décide finalement de la donner à un musée national d'art religieux, où elle sera exposée avec une explication complète de son histoire tragique. Le musée accepte et crée une exposition permanente intitulée « Objet de désir, histoire de violence », dans laquelle l'icône occupe une place centrale. L'exposition devient rapidement l'une des plus visitées du musée, attirant des milliers de personnes chaque année. Michel Arnoux meurt paisiblement dans son sommeil en 2026, à l'âge de 83 ans. Ses dernières volontés incluent une demande étrange, être enterré dans le même cimetière que Jean-Marc Boileau, mais à l'écart, sans plaque nominative. Il explique dans une lettre posthume qu'il souhaite rester à proximité de celui qu'il n'a pas su sauver, comme un gardien silencieux et éternel. Catherine, informée de cette volonté, ne s'y oppose pas. Michel est enterré discrètement, à quelques dizaines de mètres de la tombe de Jean-Marc. Personne ne visite jamais sa tombe, sauf parfois Catherine, qui y dépose une fleur en silence, reconnaissant malgré tout que Michel a fini par faire ce qu'il fallait en témoignant. Le pardon n'efface pas la faute, mais il permet à ceux qui restent de continuer à vivre. Valentine Krasny décède en 2027, à l'âge de 84 ans, sans jamais avoir donné d'autres interviews publiques. Sa famille organise des funérailles privées, sans publicité. Mais quelques jours après sa mort, son avocat remet à Catherine une enveloppe scellée, accompagnée d'une lettre expliquant que Krasny avait demandé que cela lui soit transmis après son décès. Catherine ouvre l'enveloppe avec appréhension. À l'intérieur, une photographie en noir et blanc datant des années 80, montrant l'icône orthodoxe dans toute sa splendeur. Au dos, une inscription manuscrite de Krasny. « Cette beauté ne valait pas une vie. Je le sais maintenant, trop tard. » Catherine regarde longuement la photo puis la range dans la boîte à souvenirs, à côté de la lettre que Krasny lui avait envoyée des années plus tôt. Elle ne pleure pas, elle ressent simplement une immense lassitude. Les années passent,
et l'histoire de Jean-Marc Boileau commence à s'estomper progressivement dans la mémoire collective, remplacée par de nouvelles affaires, de nouveaux drames. Mais la Fondation Jean-Marc Boileau continue son travail, aidant chaque année des dizaines de familles à retrouver leurs proches disparus ou à défaut à obtenir des réponses. Catherine, malgré son grand âge, reste impliquée dans la Fondation, répondant personnellement aux lettres de familles en détresse, offrant son soutien et son expérience. Elle devient une figure respectée et aimée dans le milieu associatif, un symbole vivant de la résilience face à l'injustice. Lorsqu'elle meurt en 2030, à l'âge de 87 ans, des centaines de personnes assistent à ses funérailles, venues rendre hommage à une femme qui a transformé sa tragédie personnelle en force pour aider les autres. Catherine est enterrée aux côtés de Jean-Marc, réunissant enfin le couple séparé depuis 45 ans. Sur sa tombe, une inscription simple « Catherine Boileau, épouse aimante, mère dévouée, combattante de la vérité ». Ses filles poursuivent le travail de la Fondation, perpétuant la mémoire de leur père et l'héritage de leur mère. L'aire de repos. Jean-Marc Boileau reste un lieu de passage obligé pour les automobilistes sur la 10 et beaucoup s'arrêtent quelques minutes pour lire la plaque commémorative, méditer sur la fragilité de l'existence, puis reprendre leur route. C'est un lieu de mémoire discret mais puissant, rappelant qu'un simple arrêt sur une aire d'autoroute peut basculer une vie entière, et que la justice, même tardive, mérite toujours d'être poursuivie. L'affaire Boileau reste enseignée dans les académies de police et de gendarmerie comme un cas exemplaire de résolution d'une cold case, grâce à la persévérance, à l'archivage rigoureux et à la coopération des témoins. Le commandant Leclerc, décédé en 2029, est posthumement reconnu comme l'un des meilleurs enquêteurs de sa génération. Ses méthodes, basées sur l'attention aux détails et la réexploitation systématique des archives anciennes, inspirent une nouvelle génération de gendarmes et de policiers. Plusieurs affaires classées sont résolues dans les années suivantes grâce à des approches similaires, prouvant que l'héritage de Leclerc dépasse largement le cadre de l'affaire Boileau. La justice, même lente, finit toujours par avancer. C'est la leçon que Jean-Marc Boileau, malgré lui, a offerte à toute une nation. Une leçon que personne ne devrait jamais oublier. L'histoire de Jean-Marc Boileau est celle d'un homme ordinaire happé par l'engrenage d'une violence absurde, sacrifié sur l'autel de la cupidité et de la lâcheté humaine. Pendant près de 40 ans, sa disparition est restée un mystère insondable, une plaie ouverte dans le cœur de sa famille. Mais grâce à un simple hasard d'archivage, à la ténacité d'un commandant de gendarmerie et au courage tardif d'un témoin rongé par la culpabilité, la vérité a fini par éclater. Jean-Marc n'a pas été oublié. Sa mémoire continue de vivre à travers la fondation qui porte son nom, à travers la plaque commémorative sur l'aire d'autoroute, à travers les milliers de personnes touchées par son histoire. Il n'était qu'un père de famille en route vers sa maison, mais son destin tragique a changé des vies, inspiré des réformes et rappelé à tous que chaque vie compte. Catherine Boileau a montré au monde entier ce que signifie la résilience. Elle a attendu, espéré, douté, souffert, mais elle n'a jamais renoncé. Et lorsque la vérité a enfin émergé, elle a trouvé la force de transformer sa douleur en action, créant un héritage durable pour aider d'autres familles à traverser l'épreuve qu'elle-même avait vécue. Son exemple reste une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent contre l'injustice, qui refusent de laisser les crimes impunis, qui croient en la possibilité d'une justice, même tardive. Catherine n'était pas une héroïne au sens classique du terme, mais une femme ordinaire confrontée à une tragédie extraordinaire et qui a choisi de ne jamais abandonner. C'est peut-être cela, au fond, le véritable héroïsme. Quant aux coupables, ils ont tous emporté leurs secrets dans la tombe, échappant à la justice humaine mais pas au poids de leurs actes. Ferrand, Malherbe, Krasny et même Michel Arnoux ont tous, d'une manière ou d'une autre, payé le prix de leur implication dans cette tragédie. Certains par la culpabilité, d'autres par la honte, d'autres encore par l'oubli. Mais aucun n'a réussi à effacer ce qu'ils avaient fait. L'histoire les a rattrapés, et leur nom restera à jamais associé à cette affaire sordide. C'est une forme de justice imparfaite, certes, mais c'est tout ce qui reste lorsque les tribunaux ne peuvent plus agir. La mémoire collective devient alors le dernier tribunal, celui qui juge sans prescription, sans délai, sans pitié. Et devant ce tribunal-là, personne n'échappe vraiment.